Notre but dans cette série de leçons est double. Le but principal est de présenter des algorithmes en lien avec les mathématiques. Le second but est d'en profiter pour apprendre les bases du langage Python. C'est un langage moderne, de prise en main facile et pourtant très puissant. Dans cette première leçon, on commence par vérifier si tout fonctionne, puis on fait quelques calculs, on introduira les boucles pour et tant que, le test si, sinon, et les fonctions. Pour commencer, testons si tout fonctionne. Démarrez Python et faites les opérations élémentaires suivantes. Faites maintenant une pause sur cette vidéo et reprenez lorsque vous avez fini ce TP. Lorsque l'on démarre Python, on obtient une invite de commande symbolisée par 3 signes supérieurs. Pour définir une variable et y affecter une valeur, on tape juste A égale 3, puis Entrée. Même chose avec B égale 6, et on définit la variable somme qui est A plus B. Pour voir si Python sait calculer, il suffit d'afficher la valeur de somme. Cela affiche bien 9. Il est plus agréable d'afficher le résultat à l'aide d'une petite phrase. On fait maintenant la même chose pour le produit. Et dans la suite, on omettra les 3 symboles supérieurs. Maintenant que tout est en place, allons-y pour un deuxième exercice. Dans ce TP, on s'intéresse à la somme des cubes. 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, etc. jusqu'à n au cube. Il faut calculer la somme des cubes. Dans une deuxième question, on s'intéresse à la somme des entiers, 1 plus 2 plus 3 plus n, et mettre ce résultat sous la forme d'une fonction. Ensuite, dans un troisième point, il faut mettre sous forme d'une fonction la première question. Et enfin, il faut comparer le résultat avec le carré de la somme des entiers. Programmez ces questions avant de passer à la suite. Voici ce que l'on fait pour calculer Sn avec, par exemple, n est égal à 10. On affecte d'abord la valeur 0 à une variable somme. Cela correspond à l'initialisation S0 est égal à 0. Puis nous avons défini une boucle avec l'instruction pour qui fait varier i entre 1 et n. Nous calculons successivement S1, S2, etc. en utilisant la formule de récurrence S indice i est égal à S indice i moins 1 plus i au cube. Comme nous n'avons pas besoin de conserver toutes les valeurs des SI, alors on garde le même nom pour toutes les sommes. À chaque étape, on affecte à somme l'ancienne valeur de somme plus i au cube. Donc somme est égal à somme plus i fois i fois i. Lorsque la boucle est finie, c'est-à-dire une fois que l'on a fait l'étape avec i est égal à n, alors on affiche le résultat. On nous demande aussi de définir une fonction qui calcule la somme des n premiers entiers. On peut faire une boucle comme précédemment, mais on connaît aussi une formule qui donne directement la somme. C'est très simple d'écrire une fonction avec Python. Ici, nous définissons une fonction que l'on appelle somme entier. Elle prend en entrée une variable n et retourne comme résultat n fois n plus 1 sur 2. Donc si on exécute somme des entiers de 10, cela renvoie 10 fois 11 divisé par 2, donc 55. Avec Python, les espaces en début de ligne sont importants.
Ce sont eux qui déterminent le début et la fin d'un bloc d'instruction ou d'une fonction. Revenons sur ce que nous avons appris jusque-là. On affecte une valeur à une variable à l'aide du symbole égal. On affiche un message avec la fonction print. Et on regroupe nos bouts de code dans des fonctions, ce qui permet de les réutiliser. Une fonction en informatique est similaire à une fonction mathématique. C'est un objet qui prend en entrée des variables, dites variables formelles ou variables muettes. Pour nous, c'était l'entier n. Et retourne une valeur, un entier, une liste, une chaîne de caractères. Ici, c'était n fois n plus 1 sur 2. Pour parcourir tous les entiers de 1 à n, il faut utiliser la commande range 1 n plus 1. C'est bien les entiers strictement inférieurs à n plus 1. La raison est que l'appel le plus fréquent est la commande range de n, qui, elle, désigne les entiers de 0 à n-1, mais qui contient bien n éléments. Enfin, en Python, contrairement aux autres langages, c'est l'indentation, c'est-à-dire les espaces en début de chaque ligne, qui détermine les blocs d'instruction. Nous reformulons notre calcul de la somme des cubes et l'insérons dans une fonction. En entrée, on a la variable n, et nous effectuons la même boucle qu'auparavant. Et on renvoie comme résultat la somme obtenue. Notez le premier décalage pour signifier que toutes ces instructions sont des instructions de la fonction. Et pour les sous-instructions de la boucle, on redécale là où les lignes correspondantes. Il faut donc être très soigneux dans la présentation du code. Notez aussi que pour i au cube, on utilise ici l'instruction i étoile étoile 3. Maintenant, on souhaite comparer la somme des cubes avec le carré de la somme des entiers. Par exemple, choisissons n égale 12. On effectue le test suivant, à l'aide de l'instruction si alors, sinon alors. Ici, on teste si la somme des cubes est égale à la somme des entiers au carré. Si c'est vrai, alors on affiche le message « oui, c'est vrai ». Et si on n'a pas égalité, alors on affiche « c'est faux ». Je vous laisse tester différentes valeurs de n et vérifier ce qui s'affiche. Encore un petit résumé. Les puissances se calculent aussi avec 2 étoiles. 5 au carré s'écrit 5 étoile 5 ou 5 étoile étoile 2. 5 au cube s'écrit 5 étoile 5 étoile 5 ou 5 étoile étoile 3. Nous avons défini une boucle avec l'instruction for qui fait varier un indice. Ici, i variait entre 1 et n. Le test si alors, sinon alors, exécute le premier bloc d'instruction si la condition est vraie, et si la condition est fausse, cela exécute l'autre bloc. Voici des exemples de conditions mathématiques. A strictement inférieur à B, A inférieur ou égal à B, le test d'égalité A égale B, le test de différence A différent de B. Attention, il est important de comprendre que A égale B vaut soit vrai, soit faux, on compare A et B, alors qu'avec A égale B, on affecte dans A la valeur de B. Nous allons voir qu'il est possible de calculer les premières décimales de pi par la méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire avec l'aide du hasard. On considère le carré de côté 1,
le cercle de rayon 1 centré à l'origine, d'équation x2 plus y2 égale à 1, et la portion de disque dans le carré. À l'aide de ces questions, vous allez calculer les premières décimales de pi. Je vous laisse lire et travailler. Un petit calcul prouve que l'aire de la portion de disque est pi sur 4. L'aire du carré est bien sûr 1. Donc la probabilité de tomber dans le disque est pi sur 4. Découvrons le code. On importe d'abord le module qui gère les tirages de nombres au hasard. On définit ensuite deux variables, l'une qui compte le nombre de tirs et la deuxième qui compte seulement le nombre de tirs au but, celle qui arrive dans la portion de disque. Au départ, elles valent toutes les deux 0. Puis, voici la boucle. Cette boucle tant que est répétée tant que la condition est vraie. Ici, c'est-à-dire tant que tir est inférieur strictement à 1000. On commence par incrémenter le numéro du tir et ensuite, à chaque itération, on tire au hasard une abscisse x et une ordonnée y. On utilise une fonction random du module random qui renvoie au hasard un nombre réel de l'intervalle 0,1. On a donc obtenu un point de coordonnées x, y dans le carré. On teste si on est ou pas dans la portion de disque à l'aide de l'inégalité x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Je vous rappelle que x carré plus y carré égale 1 est l'équation de notre cercle. Si on est dans la portion de disque, alors on incrémente le compteur qui compte le nombre de tirs dans le disque. On continue jusqu'à ce que l'on atteigne 999. Pour tir est égal à 1000, la condition n'est plus vraie et le bloc d'instruction du while n'est pas exécuté. On passe aux instructions suivantes pour afficher le résultat. La probabilité d'atteindre le disque est approchée par le nombre de tirs dans le disque divisé par le nombre de tirs total. Comme la probabilité est pi sur 4, on affiche 4 fois la probabilité pour obtenir une estimation de pi. Cette méthode n'est pas très efficace. Il faut énormément de tirs pour obtenir les deux premières décimales de pi. Voyons ce que nous avons appris de nouveau. Nous avons découvert un nouveau type de boucle. La boucle est while condition. Tant que la condition est vérifiée, les instructions de la boucle sont exécutées. Une fois que la condition n'est plus vérifiée, on passe aux instructions d'après. La fonction random renvoie un nombre réel au hasard, de l'intervalle 0,1. Bien sûr, à chaque appel de la fonction random, le nombre obtenu est différent. Cette fonction n'est pas connue par défaut de Python. Il faut lui indiquer le nom du module où elle se trouve. En début de fichier, on ajoute import random pour le module qui gère les tirages au hasard. Et pour indiquer qu'une fonction vient d'un module, il faut l'appeler par module.fonction. Donc ici, random.random, module et fonction portent ici le même nom. Lorsqu'une ligne contient un dièse, tout ce qui suit est ignoré. Cela permet d'insérer des commentaires, ce qui est essentiel pour relire le code. J'espère que vous êtes maintenant motivé pour vous lancer dans la programmation. La pratique est évidemment indispensable. Il faut surmonter les difficultés techniques, les erreurs de syntaxe, etc. Vous trouverez de l'aide et des tutoriels partout sur Internet. Vous pourrez ainsi faire des petits programmes pour répondre à ces questions. Ce travail en vaut la peine, car une fois que vous connaissez vraiment un langage, il n'est pas très difficile de programmer dans un autre.